Bonjour tout le monde, on va faire ensemble aujourd'hui un cours très important, la leptospirose. Comme objectif pédagogique, l'objectif principal, c'est déjà de savoir diagnostiquer une leptospirose, c'est-à-dire à la fin du cours, normalement, vous devez savoir comment diagnostiquer, parce qu'on verra que c'est pas facile de poser un diagnostic ou suspecter une leptospirose. Pour le plan, on va introduire, on va parler des agents pathogènes, l'épidémiologie de cette pathologie, la pathogénie et la physiopathologie de cette pathologie, cliniquement, comment elle va se manifester, comment diagnostiquer, comment traiter, comment prévenir. Alors la leptospirose, c'est une maladie bactérienne du genre Leptospira, ordre Spirochète. C'est une anthropozoonose, c'est-à-dire c'est une maladie qui touche l'homme et l'animal. L'animal surtout les mammifères. Une maladie des pays chauds, humides, mais elle est décrite dans toutes les régions du monde. C'est une maladie qui touche surtout à un caractère professionnel. On verra après dans le cours, certaines professions sont à risque. La leptospirose pose un problème énorme en matière de santé publique au niveau mondial. C'est la maladie zoonotique la plus répandue dans le monde. L'OMS déclare pratiquement chaque année 1 million de cas sévères de leptospirose par an, avec plus de 60 000 décès. Le problème de la leptospirose, c'est le polymorphisme clinique. La clinique, elle est variée. Le deuxième problème, le diagnostic. Les techniques de diagnostic, c'est très difficile de les mettre en œuvre en pratique courante. On parle de la leptospirose comme une maladie négligée. Pourquoi elle est négligée? Parce que ça touche surtout les pays pauvres, les pays tiers-mondistes. Elle est négligée par les médecins parce que le diagnostic est difficile, la clinique n'est pas évidente. C'est pour ça que les chiffres donnés, généralement au niveau mondial ou au niveau national, c'est des chiffres sous-estimés. Elle est négligée parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches sur cette pathologie en matière de vaccins, de prévention. Et la leptospirose, c'est une maladie réémergente parce que l'incidence, sa fréquence a tendance d'augmenter chaque année au niveau mondial, probablement, très probablement à cause du réchauffement climatique. Comme vous voyez dans l'image, le réchauffement climatique est responsable de beaucoup d'inondations au niveau mondial. Et on verra après c'est quoi le rôle d'inondation dans la provocation de cette maladie, de cette bactérie. Et deuxième problème, c'est la population grandissante dans certains pays, surtout dans les grandes métropoles, avec la périphérie des villes où il y a beaucoup de bidonvilles, avec des conditions d'hygiène très difficiles, qui va favoriser la propagation des rats, et on verra le rôle du rat dans cette pathologie. Donc c'est quoi l'agent pathogène? On distingue deux espèces de leptospires. C'est une très grande famille. Il y a les leptospires interrogans, c'est des bactéries pathogènes, et leptospire biflexa, c'est des bactéries inoffensives, saprophytes, qui ne sont pas pathogènes. Il y a 22 espèces, dont 10 pathogènes, plus de 300 sérovars, dont 250 pathogènes. On ne va pas tout citer les sérovars, mais il faut savoir que certains sérovars touchent par prédilection certains animaux. Par exemple, le cochon, c'est plutôt le sérovar Pomona. Les bovins, les vaches, c'est plutôt Arjo et Pomona. Les chevaux peuvent être contaminés par la Brachysilva. Les chiens peuvent être contaminés par le sérovar Canicola. Et ce qui est très important, le rat, le réservoir principal, c'est cette souche Ectorohemorrhagica qui donne des formes sévères. Même les autres, toutes les animaux, on verra, les animaux qui vont être infectés par cette bactérie. On voit dans le microscope électronique à fond noir
C'est une bactérie qui est un peu lente et elle a la forme spirale, c'est comme un ressort. Cette forme qui va aider et favoriser la dissémination dans l'organisme humain et facilite la pénétration en milieu cellulaire. Donc le réservoir principal de cette bactérie, c'est un réservoir animal. Toutes les espèces mammifères peuvent être atteints, qu'ils soient domestiques ou sauvages. Le réservoir principal, c'est le rongeur, principalement le rat, même la souris. Il va coloniser les rats. C'est des porteurs sains, ils ne tombent pas malades, mais ils peuvent éliminer des quantités importantes de bactéries de leptospire dans l'environnement par les urines. Ce qui fait automatiquement les autres animaux, comme les chiens, les bovins, les chevaux, les moutons, pratiquement la majorité des mammifères peuvent être contaminés par le milieu extérieur et tomber malades, et eux-mêmes peuvent éliminer la bactérie dans le milieu extérieur. Donc la source de la contamination, la source de l'infection, c'est les eaux et le sol contaminés par les urines des animaux infectés. Il faut savoir que la bactérie, la leptospire, peut survivre pendant des semaines, voire des mois dans le sol, dans la boue, dans les eaux et dans les zones humides. L'homme est contaminé principalement par deux méthodes, la méthode indirecte et la méthode directe. Mais principalement, c'est plutôt la méthode indirecte, c'est-à-dire c'est l'eau contaminée par les urines des animaux, les marais, les marécages, les rivières, les lacs, barrages, les rizières. L'homme est contaminé d'une façon accidentelle, soit par activité en contact direct avec l'eau, si indirectement il peut être contaminé, soit contact avec les animaux, et rarement on verra après par morsure de rat, dans la méthode directe. Généralement, la leptospire peut pénétrer facilement la peau, soit à cause des petites plaies, des petites plaies, et même minimes. La leptospire peut facilement pénétrer la peau. La leptospire peut aussi pénétrer par voie cutanée, plutôt par voie conjonctivale, les conjonctives, la bouche, génitale. C'est surtout en se baignant qu'on peut être contaminé par ces voies. Donc, les facteurs de risque, on a vu que c'est une maladie professionnelle. Il y a certaines professions à risque, c'est-à-dire des professionnels où, par exemple, c'est les éboueurs, les égoutiers. Il y a un risque énorme parce qu'il y a beaucoup de rats dans cette région, dans le lieu de travail. C'est un milieu contaminé par les urines des rats. Et s'il n'y a pas de précautions, si on travaille par des mains non protégées, facilement, ces travailleurs peuvent être contaminés. Les agriculteurs, parce qu'ils ont une relation importante avec l'eau, les rivières, les barrages. Si l'eau est contaminée, l'agriculteur peut lui aussi être contaminé facilement, parfois cutané ou même conjonctival. Pour l'autre méthode, c'est les expositions dues au loisir. C'est plutôt les gens qui vont se baigner dans les rivières, les lacs. Une autre méthode, c'est plutôt, on a vu la relation des inondations avec les inondations peuvent être responsables de la sortie des eaux usées, plein de bactéries, plein d'urine de rats. Et ça peut être responsable de beaucoup d'épidémies. La répartition mondiale, c'est toute la planète, sauf le pôle nord et sud. Elle est répandue mondialement. Certains pays sont particulièrement touchés avec une forte incidence. C'est plutôt les régions tropicales, là où il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'inondations, beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité.
Si on voit par exemple, le Brésil, c'est un pays qui déclare énormément de cas de leptospirose. Pour nous en Afrique, c'est l'Afrique du Nord, comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Ça existe. En Algérie, elle se présente en cas sporadique. Pratiquement les pays, les régions du nord algérien sont touchées. C'est des cas sporadiques, par moment quelques épidémies, mais il faut distinguer deux foyers épidémiques où il y a beaucoup de cas déclarés annuellement. La première, c'est la plaine de Mitija, pratiquement c'est là où il y a de Belida, de Tipaza, côté est d'Alger. C'est une région agriculture. Il y a plein d'agriculture, il y a plein de régions très humides. Et les rats dans cette région sont très infectés par la leptospire, même les animaux domestiques et les animaux d'élevage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cas déclarés annuellement, avec une moyenne de 40, 50, par moment 100 cas par an. La deuxième région, c'est la wilaya de Tizi Ouzou, surtout dans les régions rurales. Il y a beaucoup de cas de leptospirose déclarés. Mais sinon, toutes les wilayas déclarent des cas sporadiques de leptospire. La recrudescence, c'est plutôt, on a des pics estivaux automnales avec une prédominance masculine. Prédominance masculine, c'est logique si on voit le mode de contamination, c'est plutôt des hommes qui exercent des professions à risque, surtout l'agriculture, ou même les loisirs chez nous, c'est la baignade dans les eaux douces, les lacs. Une petite particularité à Tizi Ouzou, où quand même il y a beaucoup de cas de femmes, parce que la femme kabyle généralement aide son mari dans le travail de l'agriculture. Donc pour la pathogénie, la physiopathologie, donc, la leptospire va pénétrer, traverser la peau lésée ou bien la muqueuse. Rapidement, elle va gagner la voie vasculaire, elle va pénétrer. Les leptospires, leur morphologie, leur permet de faire ce qu'on appelle un échappement à la phagocytose. Ça va provoquer une dissémination, une bactériémie dans l'ensemble de l'organisme. La bactérie va se fixer surtout dans les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins. Ça va donner ce qu'on appelle une endothélite, une vascularite, c'est l'inflammation des vaisseaux. Et elle va coloniser aussi la matrice extracellulaire, notamment dans certains organes de prédilection. L'organe de prédilection de la leptospire, c'est le foie, le poumon, les reins, système nerveux central et voire même le cœur. Dans la première semaine, dans le 35e, 6e jour de la bactériémie, la leptospire va migrer directement vers le système nerveux, dans le sang, puis dans le système nerveux. Ce qui fait, si on fait des hémocultures la première semaine, on peut trouver la leptospire. Et ça peut provoquer une méningite, ce qui fait, si on fait une ponction lombaire, on peut trouver la leptospire dans le LCR. Théoriquement, parce que du point de vue pratique, c'est extrêmement difficile. Mais théoriquement, la leptospire, la première semaine, dans la septicémie, dans la bactériémie, elle est présente dans le sang et dans le LCR. Le 7e jour, la leptospire va se fixer au niveau des viscères, sur l'endothélium et dans le milieu extracellulaire, surtout dans le foie, où va provoquer une inflammation, et dans le rein. Et ça va donner le tableau clinique typique de la forme de la leptospirose ectohémorragique. 12 jours, 12e jour après, l'organisme va éliminer la leptospire par les urines. Après certains cas, on peut avoir 15e jour une rechute fibrée probablement due à une rechute immunologique qui n'est pas clinique. On arrive à la clinique, c'est ça le problème de la leptospirose, c'est un polymorphisme clinique. Il y a un éventail de signes cliniques, ça peut aller d'une simple grippe, un syndrome grippal, un fébricule, qui peut spontanément être résolutif, jusqu'à des formes encore plus graves
des défaillances multiviscérales avec un risque de mortalité élevé. Donc la forme typique, on va parler de le type de description, on va parler de la forme typique, la forme de la leptospirose ectoro-hémorragique. Ce n'est pas la forme la plus fréquente, mais c'est la forme la plus parlante qui caractérise la leptospirose ictéro-hémorragique. L'incubation, elle est en moyenne de 10 jours, ça peut aller de 2 à 30 jours. La première phase, ce qu'on appelle la phase pré-ictérique, avant l'apparition de l'ictère, le patient commence à faire un syndrome septicémique, fièvre, frisson, une tachycardie, un syndrome algique très évocateur. C'est des douleurs articulaires, des céphalées, des rachialgies et surtout des myalgies. Myalgie, c'est des douleurs au niveau du mollet, de la cuisse, c'est très douloureux. C'est un signe très évocateur. On peut avoir un syndrome méningé, c'est-à-dire céphalée, un syndrome méningé fonctionnel, céphalée, vomissement. Si on peut examiner, on peut trouver par moment une raideur de la nuque. Mais ce syndrome peut passer inaperçu. Une vasodilatation, cette vasodilatation, on a vu en matière de physiopathologie que la leptospire va se fixer au niveau de l'endothélium vasculaire, elle va provoquer une inflammation, elle va provoquer une dilatation, et cette vasodilatation, on peut la remarquer surtout au niveau des conjonctives, lorsqu'on voit des vaisseaux, ce qu'on appelle une injection conjonctive, ça va donner une injection conjonctivale, des yeux rouges, qui témoignent de cette vasodilatation. Et cette vasodilatation, elle est visible aussi au niveau du corps, au niveau du visage. La personne devient pratiquement rouge. Elle devient rouge, ça donne cette hyperémie qui témoigne de vasodilatation. On peut trouver un herpès labial. Et plus rarement, certaines souches peuvent donner une éruption cutanée maculopapuleuse généralisée ou localisée. Ça, c'était la phase préictérique. Après, toujours dans cette forme typique, ictéro-hémorragique appelée LIH, va s'installer la phase d'état. Ça qui va caractériser les leptospirose, c'est la phase ictérique. Le tableau va se compléter après. Le 5e jour, c'est l'apparition de l'ictère. À partir du 5e jour, c'est un ictère cutanéo-muqueux, flamboyant. Flamboyant, il est brillant, c'est un ictère qui brille. On voit la peau qui brille. Et typiquement orangé. Ce qui fait, c'est typiquement leptospirose. Généralement, les ictères, ça donne le verdâtre, jaunâtre. Mais dans la leptospirose, sa forme typique, c'est pas un signe constant, mais c'est très évocateur de la leptospirose. C'est un ictère qui est typiquement orangé. Pourquoi orangé? On a vu, comme dans la phase préictérique, il y a une hyperémie, cette vasodilatation qui donne un visage qui est rouge, une peau qui est un peu rouge. Et avec l'ictère, qui est jaune, c'est le problème, c'est plutôt les couleurs essentielles, c'est rouge plus jaune, ça donne une couleur orangée. On a des urines foncées, on peut trouver l'examen clinique, une hépatomégalie. Le syndrome infectieux, la température commence à baisser, 2 3e jour après l'apparition de l'ictère, pour devenir normal au 10e jour. Le syndrome méningé est toujours présent, c'est-à-dire les céphalées, raideur de la nuque, mais généralement, il passe inaperçu. Le syndrome rénal qui témoigne de l'atteinte, le début de l'atteinte du rein, on a vu que la leptospire a des organes de prédilection. On a compris pourquoi il y a l'ictère, parce que l'atteinte des hépatocytes, l'inflammation, et l'atteinte tubulaire et néphrologique. Ça donne le syndrome rénal, ça commence par une oligurie. Si on fait une bandelette, on peut trouver des protéinuries, une hématurée. Si on fait un bilan, l'urée sanguin est augmenté. Ça témoigne d'une souffrance rénale. Puis, le syndrome hémorragique, au départ, dans ce début, il peut être discret. Ça peut être des épistaxis, gingivorragie, des pétichies discrètes. Mais un signe qui peut nous aider, c'est cette hémorragie sous-conjonctivale. On a vu que cette vasodilatation, cette vascularite,
les vaisseaux peuvent éclater, donner cette lahore qui, avec tout ce tableau orangé, c'est un signe indicateur qui laisse penser à une leptospirose. C'est pour ça qu'on parle de leptospirose ectohémorragique en élictère. Et on a le syndrome méningé qui est au départ minime, épistaxis, hémorragie. Et on verra après, dans des formes plus sévères, il peut être impressionnant. Toujours dans la leptospirose, c'est des photos réelles. C'est un patient, c'est un éboueur de profession. Il fait un ictère orangé avec cette fameuse injection, c'est une injection conjonctivale avec petite conjonctivite et une vasodilatation. Toujours dans la forme typique, LIH, dans cette forme qui n'est pas vraiment grave, c'est typique. L'évolution spontanée, ça peut aller même sous traitement, c'est surtout spontané, elle peut évoluer en 3 phases. La phase intermédiaire, ce qui fait, on est à J10 de l'évolution, la température casse, diminue, le syndrome méningé et ictère commence à régresser. Puis entre le 15e et le 19e jour, on a une réapparition de la fièvre, mais avec une reprise de syndrome algique, des fois une éruption, mais l'ictère commence à régresser. Après, on a ce qu'on appelle la phase d'effervescence, une chute thermique, dispersion de l'ictère, et le patient commence à faire une crise urinaire très importante avec polyurie qui témoigne de la guérison. Mais malheureusement, ça, c'est pas toujours le cas. Généralement, ça évolue vers une autre forme encore plus grave et on verra dans les formes cliniques. Justement, ça va nous ramener à parler des autres formes cliniques. On a vu la forme typique, on a dit que ce n'est pas la forme la plus fréquente, mais c'est surtout la forme anictérique qui est la plus fréquente. C'est cette forme qui égare le diagnostic, qui ne fait pas penser à leptospirose et qui représente 80% des cas. On peut avoir une forme fébrile pure, pseudo-grippale. Ça fait un tableau de grippe, fièvre, céphalée, des arthromyalgies. On peut avoir même une injection conjonctivale, des fois une éruption, un herpès. Et l'évolution, elle est spontanée et peut régresser en 5 à 6 jours. Malheureusement, parfois, elle peut évoluer vers une forme encore plus grave. Et cette forme, c'est rarement on peut diagnostiquer la leptospirose, elle peut passer pour un autre diagnostic, grippe, une infection germe atypique, rickettsiose, mais c'est rarement où on peut évoquer la leptospirose. Mais on verra après comment on peut utiliser les critères cliniques et épidémiologiques pour rattraper le diagnostic. L'autre forme, c'est les formes méningées pures. C'est des gens qui vont venir consulter pour un syndrome méningé. Parce qu'on a vu que la leptospire, la première semaine, migre dans le LCR. C'est pour ça qu'elle fait une irritation des méninges. Ça donne des céphalées, des vomissements, des arthralgies. Toujours avec cette fameuse injection conjonctivale qui va nous aider à diagnostiquer. Si on fait un pox lombaire, c'est un LCR liquide clair, normoglycoragique avec une petite prédominance lymphocytaire, protéine qui est peu élevée ou normale, glycoragie normale. Ça peut simuler une méningite ou évoquer une méningite virale. Heureusement, l'évolution, elle est bénigne. Elle peut spontanément, il y a une guérison spontanée. D'autres formes, c'est les formes ictère atténuées. C'est pas le fameux ictère flamboyant orangé. Le syndrome infectieux, c'est des phases préictériques discrètes. Ictère, il est banal. Température reste normale et l'évolution est favorable. Là aussi, c'est difficile de faire le diagnostic parce que ça, on peut penser des hépatites, les autres diagnostics différentiels avec les ictères. Et troisièmement, c'est plutôt les formes inapparentes qui sont encore plus fréquentes. C'est des gens qui vont rien faire et ils vont être infectés mais sans aucun signe clinique. Leur découverte, elle est fortuite lorsqu'on fait une enquête épidémiologique. On peut trouver des gens qui ont des anticorps contre la leptospire alors que cliniquement, ils n'ont rien fait. Toujours dans les formes cliniques, les formes graves. C'est ça qui fait la gravité de la leptospirose. Il y a deux possibilités. Soit c'est une forme modérée, LIH,
qui a évolué rapidement vers cette forme grave, soit c'est des gens qui font d'emblée directement cette forme grave. C'est la forme ictérique multiviscérale, c'est appelé maladie de Weil. C'est Dr. Weil, Monsieur Weil, c'est lui qui a donné son nom pour cette maladie parce que c'est lui c'est le premier qui a décrit cette pathologie et qui a fait la relation avec la leptospirose. Elle est très grave, elle met en jeu le pronostic vital. À chaque fois qu'on fait un retard diagnostique, il y a un retard de prise en charge. Le patient peut rapidement s'aggraver, l'ictère devient important, l'atteinte hépatique, ce qui témoigne d'une atteinte hépatique sévère, l'atteinte rénale qui était au départ oligurie, protéinurie devient carrément une insuffisance rénale avec des chiffres très élevés de créa, d'urée, qui va nécessiter des séances de dialyse en urgence. Le syndrome hémorragique va être plus foudroyant. On peut avoir des pupilles extensives, des hémorragies digestives, surtout des hémoptysies importantes qui peuvent emporter les malades. Le cœur, on peut avoir une atteinte cardiaque par myocardite, qui est généralement infraclinique, mais qui peut être responsable d'un choc cardiogénique. Et une atteinte pulmonaire. On peut avoir des pneumopathies dyspnéisantes. C'est le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Généralement, c'est à cause de cette fameuse vascularite où les alvéoles, lorsque les vaisseaux vont éclater, les alvéoles vont être pleins de sang, ils vont être inondés par le sang. Ça peut donner cette pneumopathie dyspnéisante ou carrément une hémoptysie importante. C'est ça la forme qui tue, qui est responsable de beaucoup de décès au niveau mondial. 60 000 décès, c'est un chiffre sous-estimé par an au niveau mondial. D'autres formes, les formes compliquées, c'est plutôt des formes qui vont se révéler par une atteinte d'un seul organe, des atteintes pulmonaires. Il y a des gens qui vont consulter pour un syndrome infectieux avec hémoptysie importante, dyspnée sévère, dans un contexte de pneumopathie interstitielle diffuse. Et c'est après que le tableau va se compléter avec l'apparition d'autres signes qui vont nous aider à diagnostiquer. Ce qui fait le départ, il y a des patients qui peuvent... C'est pour ça qu'on a vu que la leptospirose peut prendre beaucoup d'aspects, qui peut égarer le diagnostic. C'est un patient qui peut se retrouver au niveau des urgences, pneumologie pour hémoptysie dyspnée, alors que c'est une véritable leptospirose. C'est après on peut faire le diagnostic clinique, épidémiologique, qu'on peut redresser le diagnostic. Des fois, ça peut se manifester directement par une atteinte cardiaque. Myocardite, une inflammation du myocarde, qui sont hémorragiques, troubles du rythme. Une atteinte neurologique. Certains patients peuvent consulter directement pour délire, encéphalopathie, confusion, hallucination, agitation, voire troubles psychiatriques. On fait ponction lombaire, trouve une méningite. On pense à un diagnostic de méningoencéphalite, qu'elle soit bactérienne ou virale. Et c'est après que le tableau va se compléter avec d'autres atteintes multiviscérales. Il sera trop tard après parce que le patient peut décéder par un retard diagnostique. Une atteinte particulière de la leptospirose, c'est les atteintes oculaires, c'est les uvéites et les choriorétinites. Parce que dans la migration de la leptospire, parce que la leptospire, sa forme spirale, peut facilement bouger dans le milieu liquide, à savoir le sang, le LCR, les urines, mais aussi l'humeur aqueuse. Ça va nous ramener à parler du diagnostic. Comment faire un diagnostic dans tout ce polymorphisme? Dans les pays où il n'y a pas de laboratoire, parce qu'on a vu que ça touche généralement les pays tiers-mondistes, pays pauvres, dans les régions intertropicales. Et on verra après que le diagnostic n'est pas facile biologique, mais l'OMS, dans les régions épidémiques où il y a beaucoup de leptospire, elle a appliqué, il y a un tableau très important, mais la conclusion de ce score, il y a un score de l'OMS. La conclusion de ce score, c'est s'il y a une suffusion conjonctivale bilatérale, cette hyperémie, vasodilatation, avec des douleurs importantes, des myalgies, surtout au niveau du mollet, et associé à un syndrome méningé, céphalée-vomissement, dans un contexte épidémiologique. C'est-à-dire qu'en épidémiologique,
Si je suis dans une région où la leptospirose est très fréquente, le contact biologique, c'est le travail, par exemple, du patient, s'il est, c'est une profession à risque, éboueur, agriculteur, éleveur, s'il se présente avec ce tableau, il faut évoquer la leptospirose. Pourquoi on doit évoquer rapidement? Parce qu'on doit le traiter pour éviter qu'il passe à la forme sévère, en attendant de compléter le diagnostic après, qui est un diagnostic un peu retardé et difficile à faire. Donc, dans le diagnostic paraclinique, si on fait un bilan pour ce patient, on peut généralement trouver une hyperalcoolsédose, des fois très importante, aponucléaire. Des fois, ça peut dépasser même 50 000, qui peut laisser penser même avec leucémie, syndrome leucémique. On peut trouver une thrombopénie, ça peut être modéré, sévère jusqu'à très sévère, avec un TP peu perturbé. Le bilan hépatique, c'est normal qu'il est perturbé. Il y a élévation des transaminases, la bilirubine après dominance conjuguée et augmentation de phosphorus alcalinique qui témoigne d'atteinte hépatique. Pour l'atteinte rénale, on trouve élévation des urées de créa. On a vu qu'il y a une atteinte musculaire parce que tous les vaisseaux sont inflammés, y compris des muscles. C'est pour ça qu'on a cette myalgie, cette myosite. C'est normal qu'on trouve que le CPK, les LDH sont élevés. Pour les urines, on trouve protéinurie, leucocyturie, hématurie microscopique qui témoignent d'une atteinte rénale. Pour les formes ménagées, si on fait un PL, on trouve pyélocytose panachée, soit c'est un LCR qui est clair, soit prédominance lymphocytaire. Des fois panaché, c'est-à-dire 50% polynucléaire, 50% lymphocytaire, avec une glucorachie et glucose normal. Donc, pour le diagnostic spécifique, bien sûr, c'est dans toute la pathologie infectieuse, c'est l'idéal, c'est isoler la bactérie. C'est l'examen direct. On doit profiter de la présence de la bactérie dans les 5 premiers jours dans le LCR de sang. Si on fait des hémocultures ou une ponction lombaire, on peut isoler la bactérie. Ou bien on attend le 12e jour pour recueillir les urines. Et dans un microscope à fond noir, on peut voir cette fameuse bactérie spirale dans les examens directs. Sinon, c'est la culture, elle est lente et difficile, ça peut nécessiter 2 mois. Ça, en théorie, ça c'est l'idéal, mais cette technique, elle est réservée pour certains laboratoires ultra sophistiqués. Même dans les pays occidentaux, c'est pas une technique courante, c'est plutôt fait pour les études, c'est plutôt pour études, non pour faire diagnostic. Elle n'est pas pratique. Même dans les pays développés, c'est pas évident d'isoler cette bactérie. C'est très difficile d'isoler cette bactérie. C'est plutôt théorique, mais en pratique, c'est pas faisable. C'est pour ça qu'on a recours à d'autres diagnostics, des techniques sérologiques plutôt. Au départ, il y avait le test rapide. Le test rapide, c'est une macroagglutination sur l'AMP. C'est pas un test c'est plutôt un test de dépistage. Ça témoigne que la personne a des anticorps contre la leptospirose, mais ça ne donne pas est-ce qu'il est en phase de maladie ou il a contracté la leptospirose auparavant. N'a pas d'intérêt de diagnostic, c'est plutôt l'intérêt de dépistage surtout. Mais le test le test de confirmation, c'est la méthode de référence par l'OMS. C'est le test de microagglutination, le MAT, appelé la réaction de Martin-Petit. C'est la méthode de référence. C'est une technique quand même, c'est pas une technique facile parce que même cette technique, elle nécessite un laboratoire spécialisé parce qu'il faut avoir les souches, il faut avoir un microscope à fond noir et mettre le sérum avec des antigènes déjà préparés pour voir l'agglutination sur le microscope noir. Le seuil de positivité, c'est 1 sur 100. Malheureusement, comme toutes les sérologies, elles sont positives à partir du 8e, 10e jour, ce qui fait qu'on ne peut pas faire le diagnostic du patient avant 10 jours et nécessite le plus souvent être répété. Ce qui fait si c'est négatif,
Ça ne veut pas dire que c'est pas une leptospirose. Il faut refaire 2 semaines après pour voir la cinétique des taux anticorps. Donc, s'il y a augmentation des anticorps, probablement c'est une leptospirose, mais ça reste une technique quand même difficile à réaliser. Si on parle chez nous, par exemple en Algérie, il n'y a que l'Institut Pasteur d'Alger qui peut la faire. C'est pour ça qu'on a dit que la leptospirose, c'est pas facile à faire un diagnostic. La culture, on a vu que la culture et l'examen direct, c'est vraiment, chez nous, c'est plutôt un laboratoire spécialisé. Pour le maths, il n'a pas d'intérêt avant 10 jours, ce qui fait le patient, il est chez nous, on doit faire un diagnostic, il faut attendre 10 jours pour faire cette technique de sérologie. Et malheureusement, c'est une technique qui est difficile, qui n'est pas à la portée des mains. D'autres techniques plus élaborées, c'est une technique sérologique, il y a ELISA, elle est un peu plus précoce que les maths, c'était le deuxième jour. Sinon, la technique actuellement en France, par exemple, ce n'est plus le test de confirmation de Martin Petit, mais en France, par exemple, c'est plutôt la PCR, qui peut être positif dès le deuxième jour jusqu'à 12e jour. Ce qui fait qu'on peut utiliser la PCR entre 2 et 12 jours. Mais après, on n'a pas d'intérêt, on verra après dans la cinétique des anticorps. On va essayer l'incubation. On peut, pour la PCR, cette technique de PCR, c'est parce que la leptospirale est présente dans le sang et le LCR dans la première semaine et elle est présente dans les urines jusqu'à J12. Dans cette période, on peut isoler la PCR. La même chose, la PCR, c'est pas une technique de routine, ça coûte très cher et n'est pas disponible partout. Même en Algérie, c'est plutôt l'IPA, Institut Pasteur d'Alger, qui peut la faire. C'est pour ça, pour la sérologie de Martin Petit, c'est les anticorps. Les anticorps, ils commencent à être détectables à partir de J10, J8, J10, ce qui fait avant. Dans cette période, les hémocultures, PCR, isoler la bactérie, c'est impossible. En laboratoire spécialisé. PCR non disponible. Il faut attendre l'élévation des anticorps pour faire demander la technique de référence, Martin Petit, avec des faux négatifs, il faut refaire après 15 jours. Deuxième problème, le titre peut être diminué si le patient a pris des antibiotiques ou si elle a été faite précocement. Ça témoigne pour dire que on est obligé de suspecter la leptospirose plus tôt, cliniquement, parce que l'examen, c'est pour ça qu'on a parlé au départ que c'est une maladie qui est un peu négligée. On ne pense pas à cette pathologie. Elle peut passer inaperçue et son diagnostic est difficile. Donc, pour le diagnostic différentiel, qu'est-ce qui peut simuler ou ressembler à une leptospirose? Donc, pour la forme ectoro-hémorragique, l'angiocolite, c'est la obstruction des voies biliaires, avec l'ithiase, qui peut donner une septicémie, c'est une urgence, septicémie avec ictère important, CIVD, thrombopénie, atteinte rénale. C'est un sepsis sévère qui peut aller jusqu'à choc septique. Le diagnostic est facile, on peut faire une échographie d'urgence pour éliminer. Les hépatites fulminantes, hépatite A, B et C, qui peuvent venir dans un tas avec TP effondré, facteur 5 effondré, ictère important, syndrome hémorragique et des fois même atteinte rénale. Ce qui nous concerne surtout chez nous en Algérie, c'est la fièvre boutonneuse maligne. Les formes malignes peuvent donner un ictère flamboyant, un syndrome hémorragique, une éruption cutanée, parce que même la peut donner une éruption cutanée, des fois qui peut passer inaperçu à cause de l'intensité de l'ictère, et une atteinte rénale qui peut aller jusqu'à la dialyse. Pour les autres pathologies tropicales, un paludisme grave, un neuropaludisme, dans un ictère franc, anémie sévère, thrombopénie sévère, atteinte rénale. On peut parler d'autres syndromes hémorragiques virales, la dengue, chikungunya, aussi peut simuler la leptospirose. Le problème se pose aussi dans les formes méningées pures. Ça peut aller, c'est une grippe, les formes méningées ou fébriles pures. Là, le diagnostic, on peut penser à tout, une grippe, germe intracellulaire, rickettsiose, méningite virale. Ça vous ramène de traitement, comment on doit traiter cette
pathologie, on verra que le traitement est facile. Si on fait un diagnostic rapide, on suspecte rapidement la maladie, si on applique les recommandations de l'OMS. Donc, si c'est une leptospirose peu sévère, la doxycycline, elle est efficace, 100 mg 2 fois par jour, 7 à 10 jours, contre-indiqué chez les enfants moins de 8 ans et la femme enceinte. C'est contre-indiqué. Sinon, on peut donner l'amoxicilline, 1 gramme 2 jusqu'à 3 fois par jour, c'est efficace. L'azithromycine, 1 gramme, puis 500 mg par jour pendant 2 jours, c'est très efficace contre la leptospirose. On peut le donner par voie orale, il n'y a pas de problème. Ça, surtout pour les formes peu sévères, formes anictériques, parce que j'espère que si c'est un patient agriculteur, éboueur qui vient consulter pour syndrome algique, arthralgie, myalgie, suffusion conjonctivale, petite éruption, je doute, il y a des critères, je le donne ce traitement. J'attends pas qu'il complique. Et j'attends pas les prélèvements parce que c'est pas facile. Pour les formes graves, il faut hospitaliser le patient. On peut donner la pénicilline G, 1,5 million 4 fois par jour. Mais généralement, les peu utilisés, c'est plutôt l'amoxicilline, 1 gramme x 3, ou bien la cétriaxone céphalosporine 3e génération, 1 gramme tous les 24 heures, ou bien le céphalotaxime commercial Claforan, 1 gramme tous les 6 heures. Bien sûr, avec, on a vu dans les formes sévères, c'est une forme qui nécessite une prise en charge dans la version intensive. Pour l'atteinte rénale sévère, il faut dialyser, impérativement il faut faire une dialyse pour soulager les reins et éliminer toutes les toxines, surtout qu'il y a rhabdomyolyse, il y a myosite, avec les enzymes musculaires qui vont aggraver encore l'atteinte rénale et aggraver l'atteinte cardiaque. C'est pour ça, pour la leptospirose, traitement de choix, il n'y a pas mieux que dialyser, éliminer toutes les toxines. Pour les atteintes pulmonaires, c'est SDA, c'est ventilation mécanique. Si y a un syndrome hémorragique, anémie, il faut transfuser, donner les plaquettes. Après, les recommandations diffèrent de chaque pays. Certaines études préconisent une corticothérapie, certaines études préconisent des immunoglobulines, certaines études préconisent les plaquettes. Mais il faut donner quelque chose, surtout parce qu'il y a une thrombopénie sévère qu'il faut la corriger. Pour les formes cardiogéniques, c'est plutôt les drogues vasoactives. Mais généralement, pour les formes graves, l'intérêt d'antibiotiques il est discutable parce que c'est trop tard. Généralement, on a vu que la leptospire, elle est là, AG12, elle est éliminée, mais c'est des dégâts qui vont faire cette symptomatologie. C'est pour ça que l'OMS a insisté de rapidement poser un diagnostic de leptospirose et traiter dans les premiers jours, pour éviter la forme grave. Parce qu'après, antibiotiques, en absence de leptospire, c'est discutable. Ça va nous ramener pour prévenir cette pathologie. C'est facile, il faut éviter les zones humides ou pilules rongeurs, éviter les baignades dans les eaux mal connues, les rivières, pour individuel, pour les gens professionnels, protection de bottes, de lunettes. Il faut savoir qu'il y a un vaccin spécifique contre l'ictoro hémorragica. Il ne couvre pas toutes les souches, mais utilisé surtout pour certaines professions à risque, les égoutiers, les boueurs. On peut donner une chimioprophylaxie en cas de risque d'exposition. On peut donner une chimioprophylaxie, doxycycline de 100 mg par semaine, une efficace 95%, utilisée pour surtout les militaires ou les gens qui vont faire des baignades, ou c'est des gens qui vont faire une sortie dans la nature ou dans des régions où il y a beaucoup de leptospirose. Si on sait qu'il y a un risque de se contaminer, on peut prendre un comprimé par semaine. Et bien sûr, contrôler les animaux pour réaliser la population animale, les chiens, les troupeaux, lutter contre les rongeurs, surtout les rongeurs, parce qu'on a vu le rôle important des rongeurs. En conclusion, c'est le polymorphisme clinique de cette infection qui donne une sous-estimation de l'incidence et qui va encore engendrer un retard diagnostique très fréquent de la leptospirose. On a vu que le diagnostic c'est difficile, le diagnostic repose essentiellement sur un faisceau. C'est des faisceaux d'arguments épidémiologiques, surtout cliniques et biologiques selon la disponibilité. Et quelques références et je vous remercie pour votre attention et bon courage.